Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Bon, on a plusieurs dans de meilleures circonstances. On se dit 13% de baisse la semaine dernière. C'est vrai, c'était les gros titres partout. Pire semaine boursière, semaine noire depuis la crise financière, comme ça nous ramène en termes de vitesse de baisse à ce qu'il y a eu depuis il y a 10 ans. Baisse inouïe, on a cru au rebond vendredi et même ce matin avec le communiqué de la Fed qui nous dit oui mais je ferai ce qu'il faut, etc. pour lutter contre les effets du coronavirus. Et là on se dit que non, on est de nouveau, il y a eu ce petit rebond là ce matin, on est de nouveau à zéro au moment où on se parle sur le CAC 40. On n'a pas le sentiment qu'un plancher a été atteint dans cette histoire et on n'attrape pas un couteau qui tombe, vous connaissez l'adage boursier. Bon, la vraie question, comme d'habitude dans ce genre de crise, bon, Xavier l'a dit à l'instant, si c'est une grippe, même si c'est une grippe grave, en général, ça s'arrête. Donc on n'est pas devant une perte définitive de PIB. On est devant une perte de PIB dont une partie sera définitive. Bon, je dis des banalités, mais enfin, je veux dire, ça a été dit 30 fois, les services, la restauration, etc. Le chiffre d'affaires perdu ne sera pas récupéré, mais dans l'industrie, etc., il y aura une partie du chiffre d'affaires qui sera récupérée. Mais on est surtout dans une crise brutale sur quelques mois. Alors le niveau de brutalité de la crise est encore très difficile à mesurer. En Chine, on le voit, on a eu des chiffres ce week-end. On a l'indice des PMI, l'indice des directeurs d'achat. La croissance de la Chine. Plus bas ever. Oui, alors la croissance de la Chine sera publiée sans doute à plus 3%. Mais la réalité, c'est le 31 mars. Voilà, on peut dire le 1er avril que c'est plus 3. La réalité, ça sera moins 10, moins 15, enfin on ne sait pas, mais ça sera un chiffre très négatif évidemment, qui se transmet au reste du monde parce que les importations de la Chine vont s'effondrer et que ceci fait chuter le commerce mondial. Et donc déjà, les ordres de grandeur sont uniquement sur ce choc-là. Mais la Chine, c'est encore le problème, parce qu'on voit bien que l'activité redémarre tout doucement quand même en Chine, que le nombre d'infections est en train de baisser. Pour l'instant, le problème, c'est essentiellement la Chine. Il n'y a pas d'entreprise arrêtée dans le reste du monde. Pour l'instant, le problème, c'est la chute des importations de la Chine et la chute des exportations de pièces, de composants de la Chine. Alors peut-être que le problème, ça va devenir des arrêts d'entreprises dans le reste du monde. Pour l'instant, c'est pas ça le problème. C'est ça qui pour l'instant, le problème, c'est la Chine. La peur des marchés, c'est justement cette propagation aux économies des pays développés. Alors les marchés ont peur de l'incertitude, ils ne savent pas quand ça s'arrête, ils ne savent pas quelle est la taille du trou. Voilà. Dans cette configuration-là, et là je diffère un peu de ce qui a été dit par Xavier Timbaud, on a plutôt l'idée qu'on a donc une crise très violente sur un petit nombre de mois. C'est pas le scénario rose aujourd'hui, ça. C'est pas le scénario optimiste aujourd'hui. Non, parce que à nouveau, les virus grippaux normalement meurent au printemps, quoi. Je veux dire, regardez, toutes les autres grippes ont disparu quand il s'est mis à faire beau. Alors on n'y est pas encore, on est en mars, mais et donc si on a quelques mois de très grands trous de croissance. Le problème, c'est que plein d'entreprises vont avoir des problèmes de liquidité. Leur chiffre d'affaires va chuter. Et comme elles continuent à payer leurs salariés, leurs investissements, le risque, comme d'habitude dans ce genre de crise, c'est que cette crise de liquidité se transforme en une crise de solvabilité et que ces entreprises disparaissent. Et si ces entreprises disparaissent, alors cette crise devient permanente, puisqu'on aurait perdu des entreprises. C'est là qu'interviennent les pouvoirs publics, les autorités, les banques centrales, les gouvernements. Alors, si une entreprise a une crise de liquidité qui n'est pas une crise de solvabilité, normalement, les banques doivent lui prêter pour qu'elle passe la crise de liquidité. Si elles sont en capacité de le faire. Oui, et donc le travail de la Banque centrale, c'est de vérifier que les banques vont bien prêter ce qu'il faut aux entreprises qui sont en crise de liquidité pour éviter qu'elles disparaissent. Mais qui sont solvables. C'est exactement. Mais la plupart des entreprises présentes aujourd'hui sont solvables, mais certaines peuvent avoir d'énormes chutes de chiffre d'affaires. Et donc disparaissent si on ne leur prête pas. Il faut leur prêter. Ce qui pour l'économie est terrifiant, parce qu'effectivement c'est une perte. Parce que du coup, on transforme une crise transitoire en une crise définitive si les entreprises disparaissent. Que des boîtes qui meurent, c'est des boîtes qui licencient. Elles meurent, donc le capital est perdu, elles ne produiront plus après. Donc il faut absolument une politique économique qui empêche que cette crise de liquidité se transforme en crise de solvabilité. Pour ça, il faut que les États fassent un effort, et plein d'États l'ont annoncé, qu'il y aurait des reports de cotisations sociales, d'impôts, etc. Bruno Le Maire l'a dit. Oui, les Italiens l'ont dit, enfin voilà, et c'est bien. Et les Chinois le font. Et deuxièmement, il faut que les banques prêtent. Et donc il faut surtout aider les banques à prêter. Donc il faut que les banques centrales... Baisser les taux, ça ne sert à rien.
Le problème, c'est pas de stimuler la demande par la baisse des taux. Le problème, c'est que les banques aient les liquidités pour prêter aux entreprises qui ont des besoins de liquidité. Et donc, que fait Et ben alors, typiquement, c'est ce que, alors ça porte le nom Balbar, c'est le TLTRO. C'est ce qu'on a déjà fait en Europe. C'est des lignes de prêts aux banques faites par la Banque centrale pour des montants très importants et liés à la distribution de crédit. Bon, ça, on sait faire. Oui, donc il faut que la BCE annonce très très vite qu'elle rouvre un TLTRO et qu'elle va aider les banques à distribuer plus de crédits pendant une... Si on ne fait pas ça, les banques vont avoir peur, elles ne vont pas prêter, et toutes les entreprises qui ont des problèmes de chiffre d'affaires vont mourir. Ouais. Et donc, évidemment, donc vous voyez, c'est un problème intertemporel. Je vais mal aujourd'hui, mais j'irai mieux demain. Mais si on ne me prête pas aujourd'hui, je ne verrai jamais demain. Ouais. Donc il faut qu'on me prête aujourd'hui pour bénéficier de la reprise demain. Elles tardent trop, selon vous, les banques centrales, à s'exprimer? On a vu encore une fois ce communiqué de la Fed de vendredi qui a fait monter d'un coup, qui a fait revenir au niveau le 10 ans américain ne va pas tarder à passer en dessous de 1%. Ouais, on est à 1,10. On n'est même plus à 1,10, je crois qu'on est à 1,06 ce matin. Mais c'est-à-dire que quelque part, baisser les taux n'a aucun intérêt, puisque les taux longs ont déjà baissé. Donc baisser les taux courts pour la Fed, ça ne sert à rien. Non, mais à nouveau, ce qui sert, c'est la création de liquidités. Parce que vous avez une crise de liquidité. Vous êtes restaurateur, vous n'avez plus de clients. Donc votre problème, c'est que vous ne pouvez pas payer vos salariés. Donc vous allez faire faillite, sauf si on vous prête de quoi prêter vos salariés. Donc évidemment, ce qu'il faut traiter, c'est la question de la liquidité. C'est pas le problème des taux, les niveaux des taux. Ça... Bon, par ailleurs, quand même, la Réserve fédérale va être obligée de baisser ses taux, parce qu'avoir une courbe des taux aussi inversée, c'est très mauvais pour les banques. Donc du coup, même avec l'objectif que les banques soutiennent l'économie, c'est très défavorable. Donc il faut qu'elle repentifie la courbe des taux. Donc il faut qu'elle baisse les taux d'intérêt à court terme. Il faut qu'elle les baisse beaucoup pour les repentifier. Ce matin, il faudrait qu'elle les baisse 3 fois de 25 points de base. C'est ce que price derrière les marchés. Oui, c'est peut-être qu'elle va faire d'ailleurs, baisser 3 fois de 25 points de base. On a le sentiment là on sait qu'elle se réunit la Fed le 17-18 mars. Ça serait une erreur d'attendre ce moment-là pour annoncer. Je pense qu'ils vont faire une baisse le 18 mars. Certains disent qu'ils ne vont pas attendre cette date-là. Le 18 mars, c'est dans 15 jours. Oui, c'est longtemps aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup. Enfin, ça paraît loin. Avec ce qu'on a vécu la semaine dernière, Patrick, en bourse, le 18 mars, mais ça paraît très loin. Oui, mais peut-être qu'ils le feront avant. Mais je pense que la Réserve fédérale va aller faire les 3 baisses de 25 points de base. Les taux d'intérêt à 1,75, ils étaient parfaitement légitimes avant cette crise. On a fait une croissance aux États-Unis qui était au-dessus de 2%, on avait une inflation qui était autour de 2%. Mais là, on a vraiment... Et à nouveau, il faut que le système bancaire soit en état de financer des entreprises qui vont aller transitairement pas bien. C'est ça le sujet. On comprend cette propagation justement de la baisse des marchés, comment la conséquence que ça a pour une entreprise. Mais quand vous avez une crise comme ça, vous voyez, il faut éviter que les récessions se transforment en perte permanente de croissance. La perte permanente de croissance, elle vient de quoi? Elle vient de ce que des entreprises font faillite, donc on a perdu leur capital. Elle vient de ce que des personnes perdent leur travail et donc on perd du capital humain. Et elle vient de ce que l'investissement qui n'est pas fait n'est jamais rattrapé plus tard, donc on perd du capital. Et donc quand on est face à une crise dont on pense qu'elle va être temporaire, même si elle est violente, il faut essayer de réfléchir à ce qui empêche qu'elle se transforme en une perte définitive de croissance. J'ai eu beaucoup d'invités la semaine dernière, évidemment, pour évoquer ce sujet. Ludovic Subran, vous l'aimez bien, chef économiste chez Euler, il me disait, mais cette crise boursière, cette correction boursière, elle est normale, elle est logique, elle n'est pas finie. Pierre-André de Chalandard, qui était là vendredi, président de Saint-Gobain, me dit mais c'est irrationnel cette baisse des marchés. Difficile, encore une fois, de... Non, mais on est exactement, je vais encore me répéter, mais on est exactement dans ces mêmes problématiques. Si l'intervention des banques centrales permet qu'on évite une vague de faillite, cette baisse est irrationnelle. Puisqu'effectivement, les profits actualisés des entreprises n'ont pas baissé de 15%. Goldman Sachs a calculé que ce ne sera pas une hausse aux États-Unis de 7% des profits, mais 0 cette année. Oui, c'est 0 une année, mais rappelez-vous que ce qu'on valorise, c'est la somme actualisée des profits jusqu'à la fin des temps. Donc la somme actualisée des profits jusqu'à la fin des temps, elle n'a pas baissé de 15%. Et donc, mais si on ne fait rien, et si on a une vague de faillite, alors cette baisse devient rationnelle. Donc à nouveau, le truc clé, c'est d'empêcher le déclenchement d'une vague de faillite. Pour que, encore une fois, on nomme les choses. Aujourd'hui, c'est une correction qui est violente. Pour ne pas que ce soit un crack, il faut que les banques centrales interviennent. Non, mais si les banques centrales interviennent et si le système bancaire suit, c'est-à-dire porte pendant un temps, et si l'État suit en décalant des impôts, etc., pour porter des entreprises en difficulté le temps suffisant pour que leur chiffre d'affaires revienne, là, cette baisse est beaucoup trop forte, évidemment. Donc le risque, parce que le mot qui est sur toutes les lèvres, c'est le plancher, c'est ce risque d'emballement à la baisse.
Oui, alors après par ailleurs, cette semaine dramatique. oui, non, mais on le sait tous. Par ailleurs, le fonctionnement des marchés fabrique du surajustement. Parce que énormément d'investisseurs ont des contraintes. Passer aux contraintes de fonds propres des assureurs, par exemple, qui font que quand le marché baisse, ils sont obligés de vendre, puisque la baisse mange leurs fonds propres. Et donc ça provoque la baisse appelle des baisse. ventes. Donc il y a très peu d'investisseurs qui ont la capacité d'acheter quand un marché baisse. Il faut vraiment des gens, vous voyez, en absolute value, sans régulation, qui peuvent accepter de prendre du risque. Donc il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc en fait, les mouvements boursiers sont massivement amplifiés par des structures qu'on a mises en place qui fabriquent des vendeurs quand ça baisse, ce qui est évidemment extraordinairement... On a une régulation qui est archi-procyclique, quoi. Et donc, évidemment, c'est l'occasion aussi de réfléchir. Est-ce que c'est intelligent d'avoir fabriqué une réglementation complètement procyclique? Dans ces moments-là, on se dit quand on dit aux assureurs, vous devez avoir ça de fonds propres, le marché action baisse, donc vous mangez vos fonds propres, donc vous avez le droit de détenir moins d'actions, donc vendez des actions quand le marché baisse. Alors qu'un investisseur libre de ses mouvements, je pense qu'un investisseur libre de ses mouvements, aujourd'hui, il achète. C'est le conseil que vous donneriez, vous, aujourd'hui? Si un investisseur... Oui, il y a très peu d'investisseurs libres de leur mouvement. Quelqu'un qui n'a pas de régulation, pas de contraintes de fonds propres, pas de contraintes de value at risk. Particuliers, un petit nombre de banques privées, un petit nombre de fonds très... Pour vous, aujourd'hui, il faut rentrer, il faut acheter, il faut rentrer sur le marché action? Oui, parce qu'à nouveau, les profits actualisés jusqu'à la fin des temps des entreprises n'ont pas baissé de 15%. Donc c'est ça qu'on valorise, ce n'est pas les profits du semestre, c'est les profits jusqu'à la fin des temps des entreprises. Et donc en plus actualisés aujourd'hui à des taux d'intérêt très bas, donc on s'intéresse aux profits normalement jusque dans très longtemps. Donc ces profits-là, sauf qu'à nouveau, c'est un conseil que très peu d'investisseurs peuvent suivre. Parce que, évidemment, vous tendez les structures de bilan, la consommation de fonds propres, la value at risk au fur et à mesure que le marché diminue. Si je vous résume un peu, on évite une accélération à la baisse, on évite le krach boursier si les banques centrales font leur job. Et si les banques centrales, arrivent à, et les États, arrivent à faire passer ce très mauvais moment à des entreprises qui ont des grosses chutes de chiffre d'affaires. Ouais. Après, il y a beaucoup de gens qui font le parallèle entre la crise boursière aujourd'hui et celle d'il y a 10 ans avec le subprime. Il faut expliquer, c'est pas du tout la même histoire là. Ça n'a rien à voir. C'est pas une crise endogène, c'est une crise exogène. Et puis à nouveau, on n'est pas dans la même durée normalement de crise. Quand quelqu'un est trop endetté, ça met très longtemps à corriger. Non, mais les gens se disent, voilà, vu la violence, c'est que c'est encore plus violent qu'en 2008. Mais en 2008, les marchés avaient perdu 40-50%. On a perdu 13%. On se dit qu'il y a encore un potentiel de baisse, quoi. Oui, mais on ne valorise pas la même chose. Et en 2008, on avait une crise du système financier. On a failli avoir des défauts de pays, des défauts de banques. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration. Et puis je pense que les banques centrales sont beaucoup plus attentives qu'en 2008 à ce qui se passe. Donc honnêtement, voilà, il faut que les banquiers centraux... Mais je pense qu'il faut que les banquiers centraux bougent assez vite et surtout trouvent des mesures qui vont inciter les banques à porter des entreprises en difficulté, mais qui sont viables à long terme. Plus on confine, quelque part, plus on évite l'épidémie de se propager, mais plus on tue l'économie. C'est compliqué quand même. Oui, c'est pour ça que c'est compliqué et qu'on ne peut pas confiner tout le monde. Même les Chinois déconfinent. L'industrie chinoise est en train de redémarrer. Donc c'est un arbitrage entre le risque. Effectivement, si tout le monde reste chez soi sans bouger, vous arrêtez très vite la contagion. Je dis des banalités. Mais on ne peut pas faire ça non plus. On ne peut pas faire tomber le PIB à zéro. Donc il faut accepter une certaine dose de risque. Les semaines qui viennent vont être compliquées encore pour les marchés, sachant qu'on a eu les chiffres là, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais l'OCDE qui nous dit une baisse de 0,5 points de l'activité. Oui, il commence à avoir des estimations. Je peux vous faire un calcul de coin de table qui vaut rien, mais qui est intéressant. À nouveau, le gouvernement chinois ne va jamais accepter de publier un chiffre du PIB en croissance très négative. Supposez que la réalité, c'est moins 10, et pas plus 3, comme ce qui va être publié sur le premier trimestre. Honnêtement, moins 10, c'est même plutôt optimiste, puisqu'à un certain moment, on nous a dit qu'il y avait que 30% des salariés qui étaient au travail. Alors bien sûr, c'est compliqué, parce que ça tombe pendant le Nouvel An chinois. Enfin bon, si le PIB est en baisse de moins 10, les imports de la Chine sont en baisse de 20, en gros, c'est le double. Donc les imports de la Chine, c'est 11% des imports du monde. Donc si les imports de la Chine baissent de 20, le commerce mondial baisse de 11% de 20, donc ça fait 2,2. Donc les exports, par exemple, de l'Europe baissent de 2,2. Ces exports, c'est 30% du PIB de l'Europe. Donc rien que ça fait 7 dixièmes.
hein. Et là, je n'ai pas regardé les chaînes de valeur désorganisées, des effets. Donc récession technique en zone euro. Donc probablement, alors ça va être compliqué à chiffrer parce que c'est à cheval sur le premier et le deuxième trimestre. Hein, c'est pas, probablement, pendant quelques mois, en réalité, une croissance en tendance négative en Europe. Ouais. Et donc la BCE devra aussi sortir du bois. Oui, mais il faut qu'elle fasse ce que j'ai dit. C'est-à-dire à nouveau, baisser de 25 points de base ou de 10 points de base, ce serait pas 25, le taux repo, ça sert absolument à rien. Ce qu'il faut, c'est faire quelque chose, à nouveau, qui fasse que les banques soutiennent des entreprises viables transitoirement en difficulté. Voilà. Ouais. Et la Fed, ça sera encore une fois la première a priori à dégainer. Et encore une fois, avec l'idée qu'elle peut intervenir, qu'elle n'attendra pas le 17-18 pour intervenir la Fed. Oui, je pense qu'ils vont intervenir très vite. Ouais, parce que... N'oubliez pas qu'aux États-Unis, en plus, il y a un effet de richesse-action qu'on n'a pas en Europe. Hein. Donc quand le marché baisse, la demande des ménages est tout de suite touchée, ce qui n'est pas le cas en Europe. Hein. Ouais. Donc, Il m'avait l'air hyper serein, Patrick. On vit encore une fois la pire semaine boursière. Ça remonte pas aujourd'hui, on est reparti à la baisse sur le CAC 40 et m'avait l'air très serein. Oui, mais enfin, à la fin de 2018, quand on a cru que la Réserve fédérale allait monter les taux au-dessus de 3%, le marché a perdu 20%. Et il a perdu plus, hein, on ne se rappelle pas. Hein, le quatrième trimestre 2018, quand on a cru que les taux américains allaient monter au-dessus de 3, le marché action a perdu 20%. Mais moi, ça me fait peur quand j'entends ça. Je me dis, vu la gravité de ce qu'on vit aujourd'hui, que l'impact économique que ça, je me dis, moins 13, il y a encore de la marge à la baisse. Oui, c'est un truc, non, vous n'y croyez pas trop, encore une fois. Si, c'est possible. Si, c'est possible. Mais je dis simplement, justement, enfin, à nouveau, il faut rester... Si un investisseur a la capacité à garder son sang-froid et n'est pas contraint par ces régulations... La question qu'il faut se poser, c'est à quel moment ça devient objectivement trop par rapport à la gravité de la crise. Hein. Et ça devient forcément toujours trop. On n'y est pas encore là. On n'y est pas encore, mais forcément à un moment ça devient trop, parce qu'à nouveau, forcément, quand vous avez l'immense majorité des investisseurs qui sont forcés de vendre, forcément ça baisse trop. Et donc ceux qui ne sont pas forcés de vendre doivent acheter. Voilà. Je voulais dire quelque chose quand même, qui est, par ailleurs, si on veut réfléchir raisonnablement, il faut se poser des questions sur les effets de long terme de cette crise, et pas sur les effets simplement pendant un trimestre. Hein. Qu'est-ce que c'est que les effets de long terme? C'est sur les économies réelles que beaucoup d'entreprises réfléchissent à raccourcir leur chaîne de valeur, avec des chaînes de valeur. Hein, quand on fabrique une voiture dans 40 pays différents... J'ai appris ça en vous lisant. Oui. C'est dingue, on ne sait pas ça. Une voiture avec tous les composants... Avec 40 pays. Et donc, si vous avez un pays qui est en crise, vous arrêtez de faire la voiture. L'exemple que tout le monde cite le même. Donc, vous savez, c'est le fabricant de vernis de peinture. Il n'y en a qu'un, il est au Japon, à Fukushima. Donc, effectivement, on a arrêté de peindre des voitures tout le temps que Fukushima, cette usine a été arrêtée. Mais, donc, chaîne de valeur plus courte, moins fragile, et donc re-régionalisation de la production. Donc ça, c'est une grande tendance de l'économie mondiale. Ça ne veut pas dire démondialisation pour autant? Non, ça veut dire que les multinationales travailleront beaucoup plus sur des bases régionales pour satisfaire les consommateurs avec une production plus proche du consommateur. C'est plutôt vertueux. C'est vertueux et ça change complètement l'organisation mondiale de la production, puisqu'on ne fait plus de Mercedes en Allemagne pour les Chinois. On fait des Mercedes en Allemagne pour les Européens. Donc on fait des Mercedes en Chine pour les Chinois. Donc ce n'est pas du tout les mêmes structures. C'est bon pour la planète, ça, en plus. C'est bon pour la planète, c'est bon pour les régions qui ont des demandes intérieures dynamiques, et c'est pas bon pour les régions qui n'ont pas de demande intérieure dynamique. Deuxième conséquence, la Chine va être de plus en plus une économie fermée et peu liée au reste du monde, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Hein. Les exportations de la Chine, c'est 18% du PIB, c'est pas beaucoup, ça va encore baisser. Il y aura moins de composants et de pièces fabriquées en Chine, donc la Chine va accentuer ce mouvement vers une économie qui se décorrèle du reste de l'économie mondiale, et tirée par sa demande intérieure, par les services, et moins par la fabrication de composants pour le reste du monde. Troisième conséquence, un choc de volatilité en plus sur les marchés financiers risqués, cotés, ce qui va accentuer le mouvement de découragement du coté, et donc ça va accentuer le transfert des investisseurs vers le non-coté. Donc ceci fait le succès du non-coté, de l'illiquide, etc. Donc on préfère le private equity aux actions cotées, on va vers les infrastructures, on va vers les CLOs avec le crédit, et on lâche les actions, le high yield, etc. Parce qu'il y a trop de volatilité récurrente. Et je crois que alors, tout ça a déjà commencé, hein, mais ces mouvements-là vont être accélérés. Bon. Il nous reste 30 secondes juste, Patrick. Je reviens encore une fois à cette correction boursière. Ceux qui ont peur, encore une fois, je pense aux particuliers qui nous regardent, qui se disent, mais voilà, c'est pas rationnel d'imaginer une correction boursière qui soit du niveau de ce qu'on a vécu il y a 10 ans de la crise. C'est pas rationnel d'imaginer ça, ou au vu des incertitudes, parce que la pandémie progresse, encore une fois, l'épidémie progresse dans les pays développés, parce qu'il y a peut-être des confinements qui nous attendent. Non, mais moi, je peux juste dire que
À nouveau, je ne suis pas médecin. Et les médecins sont très prudents. Enfin, normalement, une épidémie de grippe, ça s'arrête quand il fait beau, quoi. Ou alors, ce serait un virus très différent des autres virus grippaux. Et donc, normalement, au 3e trimestre, on va retrouver une économie beaucoup plus tranquille. Donc, la question, c'est quelle est la perte définitive de croissance, de résultats, de chiffre d'affaires, etc. Et là, tout dépendra des politiques publiques et des autorités. On y revient. Tout dépendra de la gravité de la crise, tout dépend, voilà. Enfin, on est dans l'incertitude la plus totale. Si on est un investisseur libre, à nouveau pas contraint par ces règles, il faut se dire, qu'est-ce que je dis sur le 2e semestre de cette année? Qu'est-ce que je dis sur l'année prochaine, quoi? Est-ce que je deviens beaucoup plus pessimiste sur l'année prochaine, par exemple? Peut-être un petit peu plus pessimiste, parce qu'il y a à nouveau des entreprises qui prennent des mesures d'économie, qui vont moins investir. Qui vont moins investir, geler les embauches, faire moins voyager leurs cadres, etc. Donc on devient peut-être un petit peu plus pessimiste sur l'année prochaine, mais on ne devient pas, normalement, monstrueusement plus pessimiste sur l'année prochaine. Bon voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, toujours un plaisir. David. Patrick Artus, donc, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, chef économiste chez Natixis. Merci. Merci David.